Donc rebonjour à toutes et tous. On va démarrer donc cette conférence sur Amazon qui s'intitule « Quelle stratégie de lutte sociale, écologique et économique contre le géant Amazon ?» Et en fait, on a voulu consacrer une conférence à Amazon avec des intervenants que je remercie pour leur participation, donc ils sont à cette table. Et c'est important pour nous de montrer comment Amazon, la lutte contre le géant Amazon, c'est à la fois une lutte qui porte sur les aspects sociaux, une lutte qui porte sur les aspects écologiques, environnementaux, sur les aspects fiscaux et les aspects économiques. Et moi, la question d'Amazon, ça fait pas très très longtemps que je m'y intéresse et que je travaille sur ce dossier-là, mais ça m'a frappé à quel point ça permettait, le combat contre Amazon, de réunir une coalition d'acteurs, une coalition de pans de la société qui habituellement ne se parlaient pas, habituellement ne se mobilisaient pas ensemble. Et on va voir, alors là on a une partie de ces acteurs-là qui sont représentés pas autour de cette table, mais à cette table, mais ils ne sont pas tous là. Et donc il faut savoir qu'ici, donc, on a Laurent Degouzet de Sud Commerce, que je connais depuis des années, qui se bat donc, pour les salariés, beaucoup de la grande distribution, les salariés de Nike, les travailleurs de Deliveroo. On le croise dans beaucoup de mobilisations, New Look, dans beaucoup de mobilisations, notamment dans la grande distribution. Mais vous savez qu'il y a quelques semaines, moi j'étais avec l'association des commerçants de France, qui sont plutôt de droite, les commerçants de France, mais qui se mobilisent également contre Amazon. Et en fait, le fait de se battre contre Amazon, ça permet de fédérer des acteurs qui d'habitude ne se parlent pas et qui vont se battre contre l'impunité d'une multinationale qui piétine les droits sociaux, qui casse les centres-villes, les petits commerces, qui casse l'environnement et puis qui casse les services publics parce que c'est des entreprises qui ne payent pas d'impôts. Et c'est ce qu'on va voir donc avec nos intervenants. Laurent Degouzet que je viens de vous présenter. On a à ma droite Pierrick Colpin. Pierrick Colpin, il est insoumis, mais il a été travailleur d'Amazon. Et donc lui, il va nous raconter, on a déjà fait une conférence ensemble aux journées d'été des jeunes du PG, et donc il va vous raconter avec son témoignage ce que ça veut dire de travailler à Amazon et comment c'est une réalité, le fait qu'Amazon, dans sa façon d'organiser le travail, souhaite empêcher que les salariés se parlent. On a vu une conférence juste avant sur comment on s'organise dans un monde atomisé. Eh bien, Amazon a mis en place toute une stratégie pour empêcher qu'il y ait de la mobilisation collective et que les salariés fassent valoir leurs droits pour imposer une logique qui vient de Seattle depuis la petite tête de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. On a autour de cette table aussi Alma Dufour, des Amis de la Terre, donc là qui aussi se bat, alors beaucoup avec Sud Commerce, qui notamment était à l'initiative d'une plainte des syndicats, donc et des Amis de la Terre contre Amazon pendant le confinement, on en parlera, et donc qui se mobilise aussi beaucoup ces derniers temps contre un nouvel entrepôt qui est prévu de s'implanter à Dambar, dans l'Est. Dambar, d'où vient d'ailleurs Jean-Claude Mogg. C'est comme ça qu'on dit, Mogg? Ouais. Oui, qui est donc à côté de Magali et qui sont deux insoumis que vont plus nous parler de la partie comment les habitants se mobilisent aussi contre l'implantation, contre l'installation de nouveaux entrepôts, contre Amazon. Et donc juste, je disais, Alma Dufour des Amis de la Terre, donc il va nous parler de l'aspect fiscal et environnemental de la lutte contre Amazon. Alors en fait, moi, donc, comme je vous disais, ça fait pas très longtemps que je m'intéresse à ce dossier-là et je m'y suis penchée parce que pendant le confinement, je reçois comme souvent un message de Laurent Degouzet qui me dit tiens, viens, c'est cool si tu peux nous soutenir. Et là, cette fois, c'était sur Amazon parce qu'il y avait le procès. Un procès qui était suite à une plainte qui avait été déposée par donc les travailleurs et leurs représentants, les syndicats, sur le fait qu'on était en pleine période de confinement et qu'on avait un président de la République qui nous explique que les activités sont censées se limiter à ce qui est essentiel et qu'il y a un virus, une pandémie qui circule, et vous avez dans ces entrepôts d'Amazon, où il y a à peu près 1000 personnes qui réceptionnent des colis, les rangent et puis les préparent à l'expédition, qui passent leur journée sans masque, sans protection sanitaire, sans respect des gestes barrières et de la distanciation physique, à expédier des sextoys, du vernis à ongles, des perruques, enfin bref, des choses qui ne sont pas vraiment des activités, enfin des choses essentielles.
Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là. Et puis en fait, suite à ça, nous, à chaque fois, on se demande au Parlement européen comment on peut être utile à notre niveau, au Parlement européen, à faire avancer des combats. Et puis là, en l'occurrence, on s'est dit, bah, tiens, la situation qui est vécue par les salariés en France, est-ce que c'est la même ailleurs en Europe? Est-ce que c'est la même en Pologne? Est-ce que c'est la même en Allemagne? Est-ce que c'est la même en Espagne? On a, avec des collègues eurodéputés, interpellé Xavier Garambois, qui est le directeur d'Amazon Europe, en lui disant, voilà, il y a une situation en France, il y a eu un jugement qui donne raison d'ailleurs aux salariés. Est-ce que vous êtes sûr que vous garantissez la sécurité sanitaire des salariés dans les entrepôts Amazon partout en Europe? Ce à quoi il nous répond, oui, oui, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, tout va bien. Dans ces forteresses que sont les entrepôts Amazon dans lesquels on peut pas pénétrer. Et bien là, on a décidé de lancer des auditions de travailleurs, d'auditionner des travailleurs de toute l'Europe, des travailleurs espagnols, des Italiens, des Polonais, des Slovaques, des Allemands, des Français évidemment, et puis de leur demander comment la crise, la gestion du Covid, elle avait été vécue. L'intérêt, c'était évidemment de recueillir tous ces témoignages, d'avoir un avis sur la situation sanitaire, mais aussi, surtout, de mettre Amazon face à ses responsabilités au niveau européen et de lui montrer qu'il y avait des liens qui se faisaient aussi entre les salariés, quels que soient les pays. Et que alors même qu'Amazon, et Pierrick va nous, je vais pas être plus longue dans mon introduction, mais Pierrick va nous raconter les conditions de travail chez Amazon, ce que ça veut dire de travailler chez Amazon au quotidien, alors même qu'Amazon est dans une logique où on fait en sorte que vous croisiez pas, que vous avez très peu de temps de pause, que vous parliez pas à vos collègues, que vous puissiez pas vous syndiquer. Il y a l'annexe 17 du règlement intérieur d'Amazon qui vous dit que vous avez interdiction d'aller raconter ce qui se passe à l'extérieur d'Amazon, ce qui est complètement contraire au code du travail français, mais c'est l'application de règles qui viennent de Seattle. Alors même qu'il y avait tout ça, il y a des salariés qui ont réussi à créer un réseau international de travailleurs. Donc je ne suis pas plus longue, maintenant je vais juste peut-être pour te lancer Pierrick, te demander, alors est-ce que c'est vrai, moi j'ai lu avec intérêt cet été le livre de Jean-Baptiste Mallet, et que je vous conseille, qui s'appelle En Amazonie. C'est un journaliste qui s'est infiltré chez Amazon, enfin qui s'est fait embaucher chez Amazon, parce que comme c'est une forteresse, on n'a pas le droit de mettre les pieds dans ces entrepôts. Il s'est fait embaucher pour voir de l'intérieur comment ça se passait. Et donc il nous raconte que Amazon s'installe dans des régions qui sont désertées souvent industriellement, où il y a un fort taux de chômage, et ce qui fait que les gens vont être susceptibles d'accepter de travailler à des conditions de travail qui sont très très difficiles, parce que souvent ce qui revient dans ce bouquin, c'est il n'y a que ça, il n'y a que ça. Il n'y a que ça comme emploi, donc j'accepte d'aller travailler chez Amazon. On a auditionné des travailleurs états-uniens il y a quelques semaines. Une travailleuse, Adrienne, nous disait la même chose, que les entrepôts Amazon, à chaque fois, étaient volontairement installés dans des zones qui étaient des ravagées industriellement, où les gens étaient dans une grosse situation de vulnérabilité économique, parce que comme ça, c'était facile de leur faire avaler n'importe quoi, de les faire bosser à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit, dans des conditions de travail très difficiles. Et par ailleurs, est-ce que c'est vrai que dans les entrepôts Amazon, il y a marqué partout le slogan d'Amazon qui est « Work hard, have fun, make history ». Travaille dur, amuse-toi, fais l'histoire, écris l'histoire. Du coup, bonjour à tous, bienvenue dans ces conférences. Donc, pour répondre à ta première question sur où Amazon il s'installe, effectivement, moi j'ai travaillé dans l'entrepôt de Leeuwenplank. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils savent où c'est dans le nord. En gros, on est à 15 minutes d'Hénin-Beaumont, donc territoire assez pauvre en ce moment, quoi. On a beaucoup de gens qui sont au chômage, ils se retrouvent là-bas. Amazon recrute énormément par intérim. Donc en gros, c'est souvent un premier contrat d'1 mois, on fait un autre contrat de 2 mois, et après, si on vaut le coup, on nous rembauche pour 5-6 mois. En moyenne, on fait 5-6 mois chez Amazon. Une fois qu'on arrive, on est frais, on travaille, on est fatigué, merci, au revoir, quoi. C'est comme ça. Pour le slogan Work hard, have fun et make history, il est placardé dans toutes les salles, à l'entrée, dans les salles de pause, aux toilettes, partout. Donc c'est le slogan d'Amazon avec un petit sourire à chaque fois. Et du coup, moi je vais vous raconter un peu mon parcours à Amazon, comment ça a commencé. Donc j'ai 22 ans déjà. Je suis rentré, j'ai travaillé 8 mois à Amazon l'année dernière, donc en gros j'ai fait mes études. Une licence STAPS qui n'a rien à voir.
Et à la fin de mes études, je devais passer un concours et en attendant, je voulais travailler tout de suite. Donc je me suis dit, on va tenter Amazon. Amazon, ça embauche rapidement. Donc ma belle-mère travaille là-bas. Le lundi matin, à 4h du matin, elle dépose mon CV dans la boîte aux lettres d'Amazon. À 9h, on m'appelle pour me faire un entretien dans la même après-midi à 14h. 14h, je passe les tests. Ils me disent, on vous tient au courant dans la semaine. 18h, je reçois un appel. On me demande si je peux commencer le lendemain, donc le mardi, à 4h du matin. Donc je suis rentré à Amazon. Donc on dit que c'est une forteresse. Effectivement, si on n'est pas embauché, on ne peut pas rentrer. Mais quand ils ont besoin de monde, on rentre en 24 heures. Donc moi, je suis rentré en 24 heures. Après, je suis rentré en juillet. Donc en juillet, tous les embauchés commencent à partir en vacances. Donc il y a vraiment besoin de monde. Ouais. Donc chez Amazon, en fait, il y a beaucoup d'intérimaires. Et il y a les embauchés qui sont là. Donc il y a vraiment à peu près, on va dire... Ouais, c'est embauché en CDI. Voilà. Donc les embauchés, il y a une volonté de la direction un peu d'opposer les intérimaires et les CDI pour éviter qu'ils s'entendent ensemble. Donc en gros, moi, quand je suis arrivé, je connaissais rien. Donc on arrive à 5h du matin, quoi. Et ils nous font visiter l'entrepôt. Donc première chose, ils ont dit, tout ce qui va se passer ici, il ne faut pas le raconter en dehors, quoi. Donc ce qu'ils disent, ça peut être dangereux pour vous, quoi. Donc ils nous mettent en victime, potentielle victime. Alors qu'en vrai, c'était juste pour pas que ça sorte, les conditions de travail, ça reste bien dans l'entrepôt, qu'on n'en parle pas trop. Donc en gros, au moment où j'arrive, formation, il y a une espèce de school là-bas où on va nous apprendre notre process. Donc le process, c'est bien comment on va travailler, ce qu'on va faire et tout. Ça dure le temps d'une journée, d'une journée de travail. Et le lendemain, on est directement déjà sur notre process en train de travailler. Donc moi, j'étais ce qu'on appelle la sto, c'est-à-dire récupérer les articles et les ranger dans les casiers et pour les enregistrer informatiquement et physiquement. Donc je me suis retrouvé là et il faut savoir qu'au bout du 3e jour, on doit être en capacité de faire 60% de la production qui demande à un embauché, à quelqu'un en CDI. Donc c'est dire que dès le début, ils voient si on vaut le coup. Donc si on vaut pas le coup, généralement on reste pas longtemps, quoi. Donc j'ai fait plusieurs postes, j'ai été à ce qu'on appelle asto du coup. Après je me suis retrouvé au pic. Donc le pic, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est quand vous commandez, donc l'article est stocké. Mais au moment où vous commandez, l'article, il faut que quelqu'un aille le prélever. Donc c'est les pickers, ce qu'on appelle les pickers, c'est ceux qui vont marcher partout dans l'entrepôt pour aller prélever vos articles avec un chariot. Donc il faut savoir qu'en moyenne, ces gens marchent entre 15 et 25 km par jour pour aller prélever des articles, en montant des étages, descendre des étages, et il faut avoir une sacrée vitesse, quoi. Et si généralement on voit qu'on ralentit ou quoi, et on a les managers qui arrivent pour nous dire wow, il faut accélérer, hein, ta production, tu es à 60%, il te reste autant d'articles à aller chercher avant la fin de la journée. Donc c'est assez speed. Et Leïla le rappelait tout à l'heure que tout est fait pour pas qu'on puisse discuter, s'organiser. Par exemple, chez Amazon, c'est organisé comme un rayon de supermarché. Donc en gros, tous les articles sont rangés dans des rayons, rangés aléatoirement où il y a de la place. Et on se retrouve chacun dans une allée à ranger. Quand on range, on stow. C'est chacun dans une allée, pas deux dans une allée, parce que sinon on parle, ça fait baisser la productivité et ça va pas. Donc généralement on est organisé, on est envoyé dans des allées, donc à l'allée B52, B53, pour éviter d'être à deux dans une allée et de discuter ensemble et pour même dire, vous avez vu, le manager a dit ça, on trouve pas ça normal et tout, pour éviter toute communication entre les salariés. Que dire après sur les conditions de travail? Il faut savoir que moi dans mon entrepôt, on a un gros pic d'activité, c'est fin d'année à partir d'octobre, parce qu'il y a Noël qui approche. Il faut savoir que sur mon site, on est entre 3000 et 4000 intérimaires embauchés sur le site. Donc à vous dire que on est les uns sur les autres, et pour les intérimaires, on n'a pas de chance parce que 3000, 4000 personnes, il n'y a pas assez de place sur le parking. Donc nous, on doit aller se garer dans le centre de la ville, qui est à Douai, prendre une navette, et la navette nous amène à l'entrepôt. Donc en gros, on se retrouve avec 40 minutes de route du centre-ville jusqu'à l'entrepôt. Donc, navette gratuite, heureusement. Bon, moi, j'ai jamais pris la navette, j'ai pris une fois, mais 40 minutes de route, c'est-à-dire quand tu commences à 5h40 du matin, tu arrives à 5h. Non, même pas, la navette te dépose à 5h20, donc en gros, tu commences la journée, tu te lèves à 3h du matin pour finir à 13h. Et quand tu rentres chez toi, il est 14h30, 15h. Donc c'est des grosses journées. Sur cette navette, donc moi j'ai pris une fois la navette et je me suis retrouvé à essayer de me garer autour de l'entrepôt. Et en plus de ça, ce qui est marrant, c'est que la direction d'Amazon appelle les flics pour pas qu'on se gare là.
Donc beaucoup d'intérimaires qui se garaient devant, ils se prenaient des amendes. Donc voilà. Après, je vais peut-être parler des salles de pause. Il faut savoir qu'un entrepôt Amazon, c'est immense. On se retrouve de temps en temps avec un peu de chance tout près de la salle de pause. On a 30 minutes de pause. Si on n'a pas de chance et qu'on est à l'autre bout de la salle de pause, on met 10 minutes pour aller à la salle de pause. Sachant qu'on doit arrêter 2 minutes avant la pause. Si on arrête avant, on se fait gronder par notre manager. Le manager, il dit « Pourquoi tu pars en pause maintenant si tu pars en pause dans 1 minute, pas plus ?» Donc, on va en pause. Et c'est pareil, il faut revenir à l'heure. Donc si on a encore 10 minutes, il faut partir 10 minutes avant la pause. Donc ça veut dire qu'on peut se retrouver avec une pause de 30 minutes qui revient en une pause de 10 minutes. Donc en 10 minutes, il faut prendre un truc à manger, il faut manger, boire et aller aux toilettes. Parce que oui, les toilettes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des toilettes Amazon. On dit que, est-ce que c'est vrai que les pauses chez Amazon sont chronométrées? Alors non, officiellement, elles ne sont pas chronométrées. Par contre, on a tous un petit scan pour scanner les articles. Et quand on va aux toilettes, le scan, on doit bien le poser dans un endroit à côté du toilette pour savoir que, pour toujours, ils disent qu'il faut toujours l'avoir à côté de vous, sauf que ce qui est faux, c'est que comme ça, ils savent qu'il y a des gens aux toilettes et ils restent devant pour voir si, pendant un moment, on reste pas aux toilettes pendant 15-20 minutes et au bout de 15-20 minutes, ils nous attendent devant et nous disent ça fait un peu longtemps que tu y es, non? Généralement, quand il y a des nouveaux intérimaires qui arrivent, leur but, c'est tout de suite de bien faire peur à ces gens-là, pour qu'après, ils s'amusent pas, quoi. Ils viennent pour bosser, ils ont peur de la direction, point final. Voilà. Peut-être je vais parler de ma fin de mon contrat, moi, comment elle s'est déroulée. Du coup, j'ai fait mon premier mois. J'ai été embauché pour un deuxième contrat qui a duré 3 mois. Et j'ai refait 4 mois à la fin. Donc j'ai commencé juillet, j'ai fait la grosse pique d'activité en décembre. Janvier, ça a commencé. Et à partir de janvier, ceux qui valaient plus trop le coup, ceux qui valent moins le coup, généralement 1 heure avant la fin de leur journée, reçoivent un petit message de leur manager en disant « Peux-tu venir en salle, machin ?» Et là, c'est ce qu'on appelle, ils vont chercher leur Madeleine. C'est la petite anecdote, ils vont chercher la Madeleine. La Madeleine, chez Amazon, ça veut dire fin de contrat. Donc souvent, ces gens-là savent 1 heure avant leur fin de journée que demain, ils ne reviendront plus. Donc pour l'organisation, dire comment je vais m'organiser à Pôle emploi, rechercher quelque chose derrière, c'est un peu compliqué pour ces gens-là. Et c'est surtout une tactique pour dire, généralement, vous terminez là, la dernière heure, vous ne travaillez pas, mais au moins, comme vous êtes en colère peut-être qu'on vous vire comme ça, vous ne foutez pas le bordel, le bazar dans l'entrepôt. C'est pour éviter surtout ça. Donc moi, j'ai fait mes 8 mois, et en fait, moi, j'ai fait mes 8 mois, et je ne pouvais plus être renouvelé, donc j'étais susceptible d'être embauché. Et voilà qu'arrive le Covid, et les embauches, c'est terminé, on n'embauche plus, il faut être le strict minimum sur les entrepôts, et les intérimaires qui sont là, comme il y a des embauchés qui ont pris les congés, pas les congés payés, mais c'était le chômage partiel pour ceux qui avaient des enfants, les intérimaires, on s'est retrouvés à travailler 2 fois plus, à se faire engueuler 2 fois plus, parce qu'il fallait toujours continuer à faire les chiffres. Il faut savoir que je vais juste terminer par ça. Moi, je suis arrivé à Amazon, on avait une action en bourse, parce que oui, on travaille, mais la motivation des managers, c'est le matin, ils nous arrivent, ils disent, la bourse, elle est à 1800 € aujourd'hui. Si vous travaillez bien, on peut peut-être la faire monter à 1830 ou quoi. Chaque employé en CDI chez Amazon a une bourse, a une action en bourse. Donc, moi, quand je suis arrivé, la bourse était à 1800 €. Je suis parti dès le début du confinement, et j'ai terminé de regarder la bourse, je regarde encore, il faut savoir que donc 1800, à la fin où j'ai regardé, donc c'était juin, 3000 € l'action en bourse. Donc ça veut dire que voilà, tout le monde était en crise, mais chez Amazon, apparemment, tout se passe bien. Voilà, terminé. Merci Pierrick. Donc alors, tu as terminé juste avant le confinement, et donc comme je vous disais, moi j'ai reçu un coup de fil de Laurent de Gouzet pendant le confinement, qui s'est beaucoup investi, tu t'es beaucoup investi dans cette plainte des syndicats contre Amazon. Est-ce que tu peux nous en parler et nous raconter quels étaient les enjeux? Merci. Donc Laurent de Gouzet, moi je suis responsable du secteur du commerce pour l'Union syndicale solidaire. Je suis l'activité Amazon depuis 2013, où notre organisation a réussi à devenir première organisation syndicale. Je vais essayer là en quelques minutes de vous restituer un peu. En fait, c'est ces quelques jours qui, d'une certaine manière, tellement les choses étaient intenses, avaient valeur de
2 mois, voire d'années, et donc l'ambiance, un peu le grain de ce qui a pu se passer. Tout ça démarre le 14 mars, où le Premier ministre, comme vous le savez, annonce la fermeture, l'arrêt des activités non essentielles. Et donc ce qui concerne en particulier le commerce. Plus de possibilité d'aller au restaurant, plus de possibilité d'aller acheter des vêtements. Les librairies fermées. Mais il y a une exception de taille. Même nous, on est surpris. Elle s'appelle Amazon. Et les salariés, d'ailleurs, eux-mêmes sont les premiers surpris. Je vous rappelle qu'avant la situation française, il y avait la situation italienne. Il y avait beaucoup de ramdam où, en gros, la courbe des morts montait. Et puis, un mois après, quand même, le gouvernement italien a dit on ne peut pas, il va falloir là aussi, on prenne un décret, qu'on interdise un certain nombre d'activités, en particulier industrielles. Et Amazon aussi faisait exception. Alors que le principal centre de l'épidémie, c'est à Bergame, près de Milan. Et ben, l'entrepôt Amazon n'a jamais cessé son activité. Donc on se retrouve avec une situation où le 16 mars, les salariés vont travailler, entre guillemets, comme si de rien n'était. Enfin si, ils commencent à aller travailler, ils continuent à aller travailler, alors que la majeure partie des salariés de ce pays arrêtent de travailler. Je vous rappelle que le confinement a commencé le 17 mars à midi. La peur au ventre. Et attention, ils travaillent plus que jamais. C'était littéralement tous les jours Noël. Évidemment, les commandes ont explosé. Le jeu vidéo, plus de 200%. Les articles de papeterie, les produits pour les enfants, les produits d'hygiène. Donc cette première semaine, elle a été un peu chaotique. Il y a eu des réponses syndicales un peu différentes en fonction des sites. Aucun syndicat n'est présent sur l'ensemble des sites. Quand on parle d'Amazon, on parle au jour d'aujourd'hui de 6 entrepôts répartis sur toute la France, de 11 000 salariés, dont un volant d'intérimaire permanent, on va dire, d'à peu près 3 000. Donc on a par exemple le syndicat CGT qui décide de poser plainte contre X, contre mise en danger de la vie d'autrui, la CFDT qui appelle à la grève, et notre organisation qui incite les travailleurs à faire usage de leur droit de retrait. Donc on a dénombré dans cette période plus de 350 droits de retrait. À l'époque, quelles étaient les conditions de sécurité dans les entrepôts cette première semaine? Aucune. Ah si, les salariés avaient des gants, les mêmes gants qu'ils ont habituellement pour les protéger contre les coupures. La réponse de la direction d'Amazon face au droit de retrait, c'était d'écrire aux salariés pour leur dire non seulement vous ne serez pas payés, mais vous serez sanctionnés. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est le seul point noir qui reste à l'issue de la lutte, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, Amazon a cédé 62 points, sauf sur la régularisation des pertes de salaire liées au droit de retrait. Donc, tant mieux, tant mieux. Mais en tout cas, ça m'intéresse parce que, entre autres, je défends 12 salariés devant les prud'hommes le 22 septembre prochain pour faire reconnaître le bien fondé du droit de retrait. Et donc cette première semaine, j'en ai terminé, on s'aperçoit qu'évidemment un certain nombre de salariés ont les symptômes du Covid, vous savez, en particulier la température qui monte. Arrive la semaine du 21 mars. Alors là, ça devient un peu plus sérieux parce qu'on commence à détecter les premiers cas de Covid, Covid+, comme on dit. Donc au total, nous, on en a dénombré, il y en a certainement plus que ça, 16 cas dans 5 entrepôts. 5 à Saran, 2 à Loin, dont un intérimaire, 4 à l'entrepôt de Brétigny-sur-Orge. Ça provoque un certain émoi parce que même Madame Pénicaud et Monsieur le maire se disent quand même, ça ne peut pas durer. Donc ils disent à Amazon, il faut muscler là, il faut des mesures de sécurité pour les travailleurs. Et d'ailleurs, c'est suivi des faits parce que c'est la première fois que je vois ça. Autant les inspecteurs du travail avaient du mal à sortir en période de confinement, ou quand ils sortaient trop, c'était pour les rappeler à l'ordre, voire les sanctionner, comme Anthony Smith par exemple. Et bien là, on a une descente, littéralement, d'inspection du travail sur les 6 sites de l'entreprise et 6 mises en demeure qui leur tombent sur le coin de la tête. Mais pour autant, Amazon continue, comme si de rien n'était. Donc arrive le 28 mars, et là, le 28 mars, la situation devient franchement préoccupante. Parce que c'est cette semaine-là, par exemple, qu'on apprend les premiers morts dans un certain nombre de secteurs. Chez les soignants, la dame qui était caissière à Carrefour, par exemple, à Saint-Denis, des agents de sécurité. Et donc, on a même un salarié d'Amazon, de Brétigny-sur-Orge, qui est en réanimation. Et donc, alors si Amazon dit quand même, allez, on va fournir du gel, on va réduire, paraît-il, le volume de nos commandes aux produits de première nécessité. On va, tenez-vous bien, on est des bons élèves. Chez nous, la distance
Distanciation sociale n'est pas de 1 mètre, elle est de 2. Voilà. En fait, c'était que de la com. Uniquement, et rien d'autre que de la communication. Et donc là, ça fait 1 mois, vous avez compris que ça dure, que ça s'empire, et donc on s'est dit on y va. On y va parce qu'en particulier, nos camarades de Sud PTT avaient montré le bon chemin, entre guillemets, avaient réussi à signer la poste devant un tribunal. Hein, parce que l'accès à la justice pendant le confinement, je ne vous en parle pas. Enfin si c'était pour vous pruner la justice pénale, ça, elle continuait à fonctionner. En plus, on s'aperçoit, mais ça a déjà été souligné, que les salariés continuent à travailler pour des produits qui ne sont pas effectivement de première nécessité. Alors, je ne vais pas revenir sur les sextoys, c'est vrai que c'est l'exemple qui fait rire tout le monde, mais nous, par exemple, on demandait, par exemple, pour documenter l'action qu'on a préparée devant le juge, on disait aux salariés, vous prenez en photo ce qu'on appelle les benz, tout ce qui passe là dans les caisses que vous traitez. Donc, on a eu les billes d'argile pour les plantes, les volants de Paddington, c'est très utile quand tu es confiné à l'intérieur de chez toi. De l'alcool, on pourrait aller chercher, c'est vrai que c'est pesant parfois le confinement, mais on peut aller acheter ça en supermarché, qui était ouvert. Donc, y compris, non mais j'insiste, une perte de sens totale pour les salariés. On va aller travailler au risque de choper le Covid, de contaminer sa famille en rentrant chez toi pour rien. Et donc arrive enfin le coup de tonnerre, le 10 avril, Amazon se retrouve, donc à l'initiative de notre syndicat, devant le juge, on a même droit à une audience en bonne et due forme. Bon d'ailleurs, elle n'est pas là, j'ai fait aussi quelques débats avec elle. Évidemment, je tiens à saluer l'engagement de mettre, c'est pas pour lui faire de la pub, mais de mettre Judith Krivine, qui est l'avocate qui représentait notre organisation. Et le 14 avril, coup de tonnerre, Amazon est condamné. Amazon est condamné à quoi? Le juge ordonne de procéder à une évaluation des risques épidémiques, y compris les risques psychosociaux, en y associant véritablement les instances représentatives du personnel. Et pour l'y épousser, elle dit que c'est simple. Sous 24 heures, et sous astreinte de 1 million d'euros, d'accord? Eh bien, vous limiterez l'activité de vos entrepôts aux produits strictement essentiels, c'est-à-dire l'alimentaire, ce qui est très marginal. Hein. On peut commander, si vous voulez commander des cacahuètes, vous pouvez, mais pas des produits frais, par exemple, pas encore en tout cas. Les produits d'hygiène et ce qui relève du médical, un thermomètre électronique, par exemple. Que décide de faire la réponse d'Amazon? Le 15, c'est d'annoncer qu'à partir du 16, l'ensemble des entrepôts français seront fermés. Avec, je vous rassure, donc les salariés sont maintenus chez eux en toute sécurité, tant mieux, c'est ce qu'on cherchait. Avec le maintien de salaire assuré à 100% par l'entreprise. Pourquoi cette astreinte faramineuse de 1 million d'euros? C'est simple. On a pris le chiffre d'affaires d'Amazon, le dernier chiffre d'affaires consolidé, il est 2018. Et on l'a divisé par 365. C'est comme ça qu'on arrive chez 1 200 000 euros. Et je vous rassure, hein, ça augmente à peu près de 20% par an et ça a encore bondi suite à l'année qu'on vient de connaître. Alors je passe les détails, mais Amazon a quand même continué à livrer. Ah, par contre, pas de problème hein, pour faire travailler les salariés en Allemagne, en Italie, là l'épidémie continue à sévir, ou en Espagne, voilà. C'est quelque chose qu'on connaît d'ailleurs, c'est ce qu'ils font comme d'habitude, il y a une grève. Hein, une fois, les Français, qui sont toujours décrits comme des Gaulois, ont fait le travail des Allemands pendant 3 jours, qui étaient en grève pour les salaires. Ils passent aussi par la poste. Hein, c'est marrant, hein, comme quoi des fois entre capitalistes, on trouve toujours les moyens de s'entendre. Hein, donc les postiers nous envoyaient des photos, on a livré des chaises de jardin, des tondeuses à gazon, avec le petit sourire sur le carton. Voilà, ils passent aussi par une société d'Amazon qui s'appelle Amazon Transport France, où les salariés sont moins organisés syndicalement, ou depuis, et c'est une des avancées de la victoire, on les a organisés syndicalement, c'est ce qu'on appelle les messageries, c'est ceux qui assurent la logistique du dernier kilomètre, en particulier avec les livreurs auto-entrepreneurs, hein, comme dans le film de Ken Loach, qui apportent le colis avec le sourire chez vous. Donc j'en ai presque terminé, je vais me tenir à mon temps. Évidemment, Amazon n'est pas resté inactif. Amazon a immédiatement interjeté appel, ce qui n'est pas suspensif. Nous sommes donc passés le 21 avril devant la cour d'appel de Versailles. Alors là, c'était, pour reprendre les propos d'un journaliste, l'union sacrée syndicale. Il n'y avait plus seulement Solidaire, vous aviez la Confédération CFDT, la CGT des transports, FO Transport, le Comité social et économique central et le Comité social et économique de Montélimar. Donc l'union fait la force. Et le 24 avril, nouvelle condamnation pour Amazon. Alors je vous lis quand même. Dans ce contexte, la société Amazon, qui aurait pu solliciter des conseils extérieurs pour l'accompagner dans sa démarche, ne justifie pas de sa volonté à procéder à une évaluation des risques de qualité à la hauteur des enjeux d'une pandémie. Et plus loin, les premiers juges doivent être suivis lorsqu'ils rappellent fermement à la société Amazon sa responsabilité dans la sauvegarde de la santé de ses salariés
dans l'actuelle période d'urgence sanitaire, alors que le Covid-19 est hautement contagieux, responsable de détresse respiratoire pouvant entraîner le décès, que les services de santé sont surchargés face à la propagation de l'épidémie et que toute personne est un vecteur potentiel de la transmission du virus. Le juge a littéralement mis en avant quoi? L'intérêt général et pas l'intérêt de la multinationale Amazon. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors il a fait en partie droit aux demandes d'Amazon. Il a ramené l'astreinte de 1 million à 100 000 euros. Il a élargi la gamme de produits à peu près à 50% du catalogue. Tant mieux en enrobant la bureautique, les post-it, etc. et tout. Il a éclairci surtout une énigme qui travaillait beaucoup le PDG d'Amazon, Monsieur Duval. Un coupe-ongle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un coupe-ongle est un produit de première nécessité ou pas? En fait, il a simplement repris la tomaison que vous avez sur le site d'Amazon. Et donc, je vous rassure, depuis le début, depuis même la première décision du tribunal judiciaire de Nanterre, un coupe-ongle est un produit d'hygiène. Donc, j'en ai presque terminé. Évidemment, comme toute crise, au bout un dénouement, la société Amazon est revenue à la raison. La société Amazon a bien compris qu'elle était dans une ornière. Et donc, à partir du 19 mai, s'est résolu à négocier. Et donc la société Amazon a fait droit à nos demandes, ce qu'on disait depuis le début, avant même la décision du juge. Ça a très bien été expliqué par Pierrick. Quel était le problème chez Amazon? La promiscuité. Quand vous mettez les uns sur les autres, des centaines de salariés, et ça commence dès les bus, ça commence dès les portes. Quand vous allez à Amazon, c'est comme une usine automobile. Sauf que la chaîne, c'est pour emballer du colis, c'est pas pour fabriquer des bagnoles. Et donc, c'était aussi bête que je pose la main sur le tourniquet pour rentrer. Je peux contaminer, évidemment. Donc qu'est-ce qu'il a été convenu? D'une reprise progressive du travail. En gros, la reprise progressive s'est faite donc du 19 mai au 2 juin, de manière étalée, c'est-à-dire d'abord 30% du personnel, puis 50%, 100%, évidemment le port du masque obligatoire. La société est quand même très sûre d'elle. Ces gens ont beau avoir payé leur arrogance, ils disent, vous allez voir, les gens vont se précipiter pour reprendre. Ben écoutez, la première semaine, effectivement, là où vous attendez 30% du personnel, à peine 20% des salariés se sont précipités. Comme quoi, on peut prendre goût, entre guillemets, à une certaine oisiveté, surtout quand on est payé à 100% par l'employeur. Je précise que la société Amazon a même eu l'impudence, ça faisait quand même un mois qu'ils payaient, ça leur a coûté un certain prix, outre la perte d'exploitation. Je passe sur les menaces de délocalisation, attention à l'avenir, on pourrait peut-être se passer de la France, etc. Alors que la France est le premier client européen d'Amazon, qu'on ne peut pas faire fi de la géographie de notre hexagone. Bref, les gens ne se sont pas précipités pour reprendre, et donc ces gens ont quand même eu l'impudence de faire une demande de chômage partiel au gouvernement. Même le gouvernement qu'on connaît leur a refusé. Pour dire, si vous avez fermé, c'est pas comme un restaurant, c'est que vous avez fait le choix de fermer. Vous n'avez pas voulu respecter pleinement la décision de justice. Donc voilà, j'en ai quasi terminé. Simplement pour dire quelle est la situation aujourd'hui à Amazon. On pense que la direction française, évidemment cette affaire est remontée jusqu'à Seattle. Je reprends les propos, je ne sais pas si c'était les propos de Jeff Bezos lui-même, mais nous étions devenus a French problem. Donc ça a renforcé, mais ça a déjà été dit dans le précédent atelier où Leïla était là, les liens internationaux. Il faut savoir que le 21 avril, quand nous passions devant le tribunal à Versailles, nous apprenions que les Américains se mettaient en grève. Et Dieu sait que c'est compliqué de se mettre en grève aux États-Unis, encore plus qu'en France. Donc voilà, ça a renforcé les liens internationaux, ça a renforcé évidemment la conscience des travailleurs d'Amazon, leur organisation. Je le dis, toute organisation syndicale confondue, le nombre d'adhésions augmente, et on en est évidemment très content, très satisfait. Et donc j'ai terminé en disant qu'effectivement c'est une immense satisfaction d'avoir mis durablement à l'abri du virus pendant près d'1 mois, 11 000 salariés, leurs familles, et vous l'avez compris, c'est à la fois une victoire juridique, c'est aussi une victoire de la mobilisation. Il est évident que quand nous étions face au juge, le fait que les salariés se soient mobilisés en amont a pesé. Et je terminerai, c'est aussi une victoire en termes de communication. Je ne vais pas parler de la célèbre fable de La Fontaine, le pot de terre contre le pot de fer, mais le pot de terre, pour une fois, l'a emporté, y compris, effectivement, nous avons pu le déjouer. Parce que les gens ont fait beaucoup de communication. Par exemple, on a reçu des appels de clients, oui, grâce à vous, à cause de vous, la vie est triste. On ne peut plus vivre, le confinement est pénible. On a reçu ce qu'on appelle les vendeurs tiers, parce qu'Amazon c'est une espèce d'Alibaba aussi.
C'est-à-dire, ils mettent en avant, etc. Oui, vous allez ruiner, etc. et tout, mais on a pu déjouer, y compris donc une victoire, effectivement, une victoire quasi totale. Merci. Oui, encore un grand bravo à Sud Commerce pour avoir mené cette bataille. Et comme je le disais dans la précédente conférence sur la façon de s'organiser dans un monde atomisé, quand on organisait les auditions avec des travailleurs de différents pays, donc d'Amazon, et c'était frappant d'entendre les Polonais dire que ce jugement qui avait eu lieu en France, ça leur avait donné de la motivation et du courage pour se battre pour leurs conditions de travail, sachant que là-bas, ils ont évidemment beaucoup moins de droits et de marge de manœuvre, mais ça les a motivés. Comment les Italiens, ils s'étaient dit, comment des mesures sanitaires avaient été prises en Italie, qui n'avaient pas été mises en œuvre, des mesures barrières, suite justement au jugement qui avait eu lieu en France, alors que les salariés le réclamaient depuis des semaines. Comme on voit donc les répercussions et l'impact que ça a eu cette décision au-delà des frontières de l'Europe, et alors donc tu le disais même aux États-Unis qui se sont mis en grève le jour du procès. Tu disais souvent, Laurent, pendant le confinement, nous on demande juste qu'Amazon prenne ses responsabilités et que on est tous à devoir prendre nos responsabilités face à la pandémie. On s'oblige à porter le masque, à respecter, à mettre du gel hydroalcoolique quand on va faire les courses, à se confiner, à pas sortir plus d'1 heure par jour. Et bien Amazon, non, en fait, veut rien du tout changer à son comportement. Et pire que ça, donc profite de la crise. Alors maintenant, avec Alma Dufour, donc, qui est spécialiste d'Amazon pour les Amis de la Terre, on va aborder 2 autres angles, 2 autres enjeux, 2 autres dimensions de la bataille contre Amazon. C'est l'aspect économique et puis l'aspect environnemental. Souvent, Amazon nous faisait le chantage, donc pour pas assumer ses responsabilités, on les a souvent entendus dire oui, mais attention, nous on crée des emplois. Nous, on crée des emplois. Les Amis de la Terre, vous avez fait un rapport où vous montrez qu'au contraire, Amazon détruit des emplois. Derrière le discours apparent de dire on va créer des emplois, enfin tu vas revenir sur ces données-là. Et puis par ailleurs, j'aimerais bien que tu reviennes aussi sur l'aspect environnemental. Comme je vous disais en introduction, ce qui est intéressant dans la lutte contre Amazon, c'est que des pans différents des secteurs de mobilisation de la société se réunissent contre Amazon. Amazon, donc qui est basé sur le principe d'avoir des records de délai d'expédition. Vous commandez votre truc, vous devez l'avoir chez vous en 24 heures. Ça veut dire des dizaines et des dizaines de camions qui circulent autour des entrepôts. Ça veut dire, alors là j'ai lu dans un rapport donc, que le bilan carbone d'Amazon est équivalent aux émissions de la Bolivie, aux émissions de gaz à effet de serre de la Bolivie. Et ça, c'est sans compter la production des objets, c'est juste en termes d'expédition. Est-ce que tu peux revenir sur ces différentes dimensions et puis sur la façon dont les Amis de la Terre est impliqués dans la bataille contre le géant Amazon ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc peut-être pour reprendre un point d'accroche qui est assez intéressant parce que Laurent parlait de la com d'Amazon, la com de crise pendant le Covid, qui était une com exubérante. En fait, la stratégie de communication d'Amazon, comme il disait, c'est de dire on fait mieux que tout le monde pour jeter de la poudre aux yeux aux gens, fasciner un peu les médias, et en fait, alors qu'ils mentent. Ils mentent assez effrontément, quoi. Ils mentent comme des arracheurs de dents. Il y a plein d'entreprises qui font ça, mais c'est vrai qu'ils portent la stratégie et l'exercice assez loin, on l'a remarqué. Pardon, j'ai une mouche qui me tourne autour. Et du coup, concernant l'environnement, en fait, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si vous avez entendu les grands coups de théâtre d'Amazon sur la question du changement climatique. C'est-à-dire on va atteindre la neutralité carbone 10 ans avant tout le monde. On va respecter l'accord de Paris, on sera la première multinationale à le faire. Jeff Bezos qui a investi royalement 15 milliards dans un fonds de lutte contre le changement climatique, c'est sûr que l'enveloppe est grosse, évidemment, ça impressionne. Et donc ça crée une espèce d'écran de fumée, une espèce d'impression en fait qu'Amazon est une entreprise qui prend au sérieux ces questions-là et qui est une entreprise vertueuse. Or, en fait, en réalité, c'est exactement l'inverse. Et pourquoi Amazon se donne autant de mal à se donner une image environnementale ? C'est parce que Amazon est une des entreprises qui a le plus lourd impact climatique au monde. Donc, comme le disait Leïla, le bilan qu'eux-mêmes déclarent, qui correspond à celui des émissions d'un pays comme la Bolivie,
correspond en réalité au transport, à la partie transport de leur modèle. Et encore, on n'est même pas vraiment sûr de la véracité des données qu'ils ont publiées. Bon, je vous passe les détails. Notamment sur l'aviation, par exemple, parce qu'ils augmentent le trafic aérien justement pour satisfaire la livraison Prime 24 heures. Ça a été accompagné d'une livraison de plus en plus par avion. Aux États-Unis, les livraisons par avion ont augmenté de 29% l'an dernier, alors que justement à ce même moment-là, Jeff Bezos commençait à faire des grands ronds de jambes sur le changement climatique. Or, on sait que l'avion, c'est par exemple 7 fois plus polluant que le transport routier et au moins 15 fois plus que le transport par bateau. Donc il y a cette partie-là, mais surtout, comme disait Leïla, la vraie problématique environnementale et en réalité aussi sociale, et je vais y revenir tout de suite, c'est la question de la surproduction des produits. C'est-à-dire que ces produits, ils sont fabriqués dans une écrasante majorité, évidemment, en Asie, en Chine, mais aussi au Bangladesh, concernant le textile, au Pakistan, au Vietnam, etc. Et en fait, ça a à la fois un coût environnemental absolument catastrophique, puisqu'on estime que les produits textiles, électroniques représentent à peu près un quart de notre empreinte carbone. Donc à 25% de notre empreinte carbone, l'empreinte carbone, c'est-à-dire c'est toutes les émissions qui sont associées aux produits et aux services qu'on va emporter en France, qu'on ne produit pas sur le territoire national. Ces émissions-là, l'empreinte carbone, sont déjà supérieures aux émissions nationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est supérieur à toutes les voitures qu'on prend chaque jour, c'est supérieur à nos émissions agricoles, au chauffage qu'on dépense, etc. Donc les émissions qu'on importe et les produits qu'on importe ont un énorme impact sur le changement climatique, et ça, c'est quelque chose qui est toujours mis sur le tapis par le gouvernement français, évidemment, dans son bilan carbone, mais aussi par des entreprises comme Amazon. La question de la surproduction, c'est intéressant. Amazon, du coup, vend à peu près... C'était en 2018, donc je pense que ça a bien augmenté depuis nos estimations, environ 15 milliards de produits par an. Ça veut dire plus de 2 produits par habitant de la planète, en moyenne. C'est rien comparé à Alibaba, qui est son rival en Chine, qui lui vendrait à peu près 60 milliards de produits par an. Donc en fait, c'est des niveaux de production de produits et de vente de produits qui n'ont jamais été atteints. Alors certes, ils ne sont pas les seuls à faire de la surproduction, on ne va pas dire que H&M et Nike c'est bien, c'est tout aussi horrible, mais ils ont porté le jeu à une dimension mondiale et industrielle qui est tout à fait terrifiante quand on veut lutter contre le changement climatique. Et je vais revenir sur l'économie parce que tout ça est lié. Comment on fait de la surproduction et comment on écoule et vend autant de produits? C'est qu'on fait du dumping sur les prix notamment. Et la livraison rapide, et le système d'adhésion, etc., qui sont un autre pan de la surconsommation qui ont lieu sur les sites comme Amazon. Mais le dumping sur les prix, le fait que les prix soient cassés par différentes manières, donc on l'a vu sur les conditions de travail, évidemment, l'automatisation, les conditions de travail au rabais, l'intérimaire, etc., ça crée effectivement des prix moins chers, mais il y a aussi beaucoup l'évasion fiscale. Et évidemment, enfin, je pense que pas mal de gens le savent, qu'Amazon fait partie des GAFA, que tous les GAFA essayent d'optimiser leurs résultats fiscaux en s'installant au Luxembourg. Donc le siège qui vous vend les produits, quand vous achetez sur Amazon en France, vous achetez à une entreprise qui est basée au Luxembourg, par exemple. Toutes vos commandes, elles sont enregistrées au Luxembourg. Donc ça, c'est sur la partie impôt sur le revenu. On estime qu'ils tronquent à peu près... La moitié, c'était Attaque qui avait fourni ces estimations, un peu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires est dissimulé. Donc déjà, ils échappent en partie à la taxe GAFA qui a été mise en place en France, qui est sur une taxe sur le chiffre d'affaires. Donc ils arrivent quand même à tronquer leur chiffre d'affaires. En plus, ils touchent des crédits d'impôt du Luxembourg qui sont à peu près équivalents aux impôts qu'ils payent parce qu'en fait, ils déclarent des pertes, parce qu'Amazon, à l'inverse d'Apple, par exemple, est un des GAFA qui fait le moins de profits. Ils ne versent pas, jusqu'à peu, ils ne versaient pas de dividendes à leurs actionnaires. C'est-à-dire, c'est pas une pyramide de Fonzi, mais c'est une entreprise qui a eu un crédit infini des marchés financiers, et notamment de Wall Street, parce qu'ils ont promis qu'ils allaient détruire la concurrence, qu'ils allaient détruire les autres acteurs sur le marché, notamment dans la distribution, et maintenant aussi dans le stockage des données, où ils sont quand même, ils possèdent à peu près un tiers, je crois, du marché, ou un quart peut-être, du marché mondial, donc c'est énorme. Et en fait, sur cette promesse-là, ils ont pu survivre une quinzaine d'années sans verser de dividendes à leurs actionnaires, ce qui est quand même assez délirant. Enfin, quand on y pense, c'est absolument pas le modèle qu'on se représente d'habitude de Wall Street, etc. Mais parce qu'en fait, c'est une entreprise qui leur a dit, mais vous verrez, soyez pas bêtes, à la fin des fins, il ne restera plus que nous. Et quand il ne restera plus que nous, bah, les prix et les profits vont augmenter, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le rappeler, c'est une entreprise qui est par essence une entreprise tentaculaire, c'est une pieuvre. Et on n'a jamais vu une entreprise qui se comportait de la sorte et de façon aussi agressive, enfin, de ma part en tout cas. Peut-être qu'il y a d'autres exemples, hein, je ne prétends pas tout connaître, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont porté l'agressivité économique assez loin avec le soutien conscient des marchés financiers, notamment de Wall Street. Et du coup, tout ça pour en revenir au dumping.
Donc qui a été permis par ça, par la vente à perte. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, mais qui n'en est pas vraiment une, c'est que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Les vendeurs tiers, justement, dont Laurent parlait, c'est-à-dire la place de marché. Donc en fait, c'est-à-dire qu'Amazon, maintenant, dans plus de 60% des cas, c'est pas lui qui vous vend des produits, c'est des vendeurs. C'est des petites sociétés, qui sont souvent des sociétés écrans d'ailleurs, qui vont vous vendre des produits. Amazon va encaisser une commission sur cette vente, et du coup lui permet de se dédouaner de toute responsabilité sur le respect des lois, les poupées gonflables à l'effigie d'enfants par exemple, ou ce genre de choses. Ils vont dire c'est pas moi, c'est les vendeurs tiers, on n'a pas choisi, on regarde pas notre catalogue, on choisit pas et on sait pas non plus s'ils payent ou pas leurs impôts. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une fraude à la TVA qui est absolument massive et qui dure depuis des années, et que Bercy connaît, et c'est ça qui est le pire, c'est que la fraude à la TVA dont je parle, c'est Bercy qui l'a découvert et qui l'a chiffré en décembre dernier. Donc ils savent très bien, et c'est une fraude dont on parle, c'est plus de 1,5 milliard d'euros en 2019, c'est-à-dire c'est le déficit de l'hôpital public. On parle de sommes en France qui sont absolument colossales. Et la réponse de Bercy pour ça, c'est quasiment non seulement rien, parce que l'Union européenne, justement, on en reparlera peut-être, sur le sujet de la TVA, bloque beaucoup, en fait, la Commission européenne empêche d'avoir un vrai régime qui soit vraiment dur et qui permette de mettre fin à cette passoire qui est le système de place de marché. Mais en plus de ça, en France, on a un président de la République, pour le nommer directement, puisqu'en fait, maintenant, on a appris que le blocage venait de lui, qui va se mettre à autoriser l'ouverture de plein d'entrepôts parce qu'Amazon n'a pas fini de s'étendre en France. Et je laisserai la parole du coup à nos amis et j'en finirai quand même sur la destruction d'emplois aussi. En fait, aujourd'hui, Amazon a au moins 11 projets d'entrepôts et centres de tri supplémentaires en France. Ça veut dire que déjà en France, ça va devenir ou c'est déjà devenu le premier distributeur de produits non alimentaires en France. Dans 5 ans, honnêtement, la part de marché, le poids économique de cet acteur-là en France sera juste écrasant. Et ça aura des conséquences absolument catastrophiques. Donc sur le climat, j'en ai parlé. Le monopole fait que c'est de plus en plus dur d'intervenir sur ces acteurs-là. Et sur les destructions d'emplois. Parce que ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'en fait, le développement rapide, en fait, on a un retour d'expérience des États-Unis, puisque le modèle e-commerce vient de là et s'est développé beaucoup plus tôt là-bas. Et donc les impacts macroéconomiques sur l'économie américaine, on les voit là-bas et on ne les voit pas encore aujourd'hui, pas tout à fait ici encore. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que rien qu'entre 2010 et 2016, ils chiffraient les destructions d'emplois dans les magasins, les petits commerces, mais aussi les gros, les gros supermarchés, les trucs bien hard qu'on défend pas non plus d'ailleurs, mais qui ont quand même le mérite, de créer de l'emploi. Et voilà, donc c'était un peu leur seul intérêt, on va dire, parce qu'écologiquement ils en ont aucun, ça c'est sûr. Il y a eu 270 000 destructions nettes d'emplois dans le secteur du commerce, donc nettes, c'est-à-dire en comptant les créations provoquées par le e-commerce, et c'était qu'en 2016. Et là, l'année dernière, il y a eu encore 9 000 magasins qui ont fermé, et là, ils tablent qu'en 2026, il y aura encore 70 000 magasins qui vont fermer. Donc en fait, ils parlent de destruction d'emplois 2 à 3 fois supérieures aux créations d'emplois direct et indirect du e-commerce aux États-Unis. Donc c'est ce qui va arriver en France. Donc le seul argument aujourd'hui, parce qu'on sait qu'Amazon ne paye pas ses impôts, il fraude la TVA, il détruit le climat, il ne fait pas grand-chose pour arranger ni l'un ni l'autre. La seule chose qu'ils vont dire, et vous en parleront, c'est oui, mais on crée des emplois, justement, comme ils disaient, dans des bassins désindustrialisés. Donc c'est le comble de l'ironie, c'est-à-dire des bassins désindustrialisés en partie par la délocalisation. Maintenant, le seul truc qui peuvent les sauver, c'est des entrepôts qui viennent nous importer des produits fabriqués à l'étranger par la délocalisation. Enfin, c'est cynique, mais c'est un peu le cercle vicieux, la fin de la boucle, quoi. Et en gros, voilà, la seule chose qu'ils ont à dire, oui, mais c'est que localement, ça va créer 1000 emplois. Et vous pouvez pas dire non à des territoires au chômage. Oui, mais ça va en détruire 2 fois plus, même dans les commerces juste à côté. Mais c'est pas chiffré. Et les préfets qui autorisent les projets ne chiffrent pas ça. Il n'y a pas d'études d'impact macroéconomique au jour d'aujourd'hui en France. Et on continue, parce que le président de la République s'est engagé, quand il était ministre de l'économie sous Hollande, à aider le e-commerce à se développer. Et on continue parce qu'ils ont peur des États-Unis et qu'ils ont peur de la Chine et qu'ils ne veulent pas bloquer ni Amazon ni Alibaba en France. Et donc c'est un vrai jeu de dupes. Et j'ai jamais vu, moi personnellement, un cas comme ça, en tant que membre d'une ONG qui fait du plaidoyer auprès du gouvernement, où on arrive sur la table avec un dossier qui est franchement gros comme mon bras, où c'est même pas que le climat, là. On parle de tout, on parle d'emploi, on parle de fiscalité. Ils ont rien à dire de positif là-dessus. Et c'est une démission totale du politique qui est véritablement inquiétante. Bon voilà, c'était un petit message politique du coup, puisqu'on est aux universités d'été de l'AFI, mais voilà, je passe la parole à nos amis du collectif.
Merci Alma. Alors on passe la parole donc à Magali et Jean-Claude qui vont nous dire du point de vue des habitants comment vous avez vécu l'implantation de nouveaux entrepôts Amazon et quelles sont les mobilisations ou pas, comment réagissent les habitants. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour planter le décor, moi je viens d'Annecy. Donc ce n'est pas du tout un bassin désindustrialisé, pardon. Il fait chaud, je suis un peu fatiguée. Entre lac et montagne, un décor plutôt sympathique pour passer quelques vacances. On est à 20 minutes de Genève, il y a de l'argent. Et le 9 janvier 2020, un article dans le Dauphiné Libéré révèle qu'Amazon implanterait un entrepôt à Sénaux. Donc Sénaux, commune à côté d'Annecy. Alors, à ce moment-là, tout le monde s'interroge. Est-ce que c'est vraiment Amazon ? Comment est-ce que la mairie a laissé passer ça ? D'ailleurs, le maire réagit en poussant des cris d'orfraie. « Je ne suis au courant de rien, je ne comprends pas. » Donc là, en fait, on découvre que le 5 août en 2019, il y avait eu la signature d'un permis de construire avec un promoteur local. Et donc, en fait, ce promoteur local qui a acquis le terrain a fait construire pour un investisseur parisien qui, en fait, louerait à Amazon. Donc, l'entreprise a avancé de manière complètement masquée pour pouvoir justement s'implanter. Alors, le terme, c'était un entrepôt de logistique. Donc, quelque chose de vraiment vague pour justement nous empêcher finalement d'agir. Alors, dans les Alpes, il faut savoir que c'est la deuxième implantation, puisqu'il y a déjà un entrepôt à Satolas et Bons en Isère. Donc, ce qui est quand même beaucoup, à si peu de kilomètres finalement d'intervalle dans la même région. Alors, c'est XR, donc Extinction Rebellion, qui a impulsé en fait une action de lutte contre la construction de l'entrepôt. Et donc, on a créé un collectif. Donc, le collectif Terre, terrain envahi de réseaux de résistance écologique et sociale. Alors, ce collectif a regroupé ANV COP21, les Amis de la Terre, Greenpeace, Attaque, les Gilets jaunes, l'intersyndicale CGT, Sud Solidaire, FSU, le NPA, Europe Écologie Les Verts, la Fédération anarchiste et la France Insoumise. Donc, ça faisait du monde. Et c'est ainsi que le 2 février 2020, nous avons pu faire une occupation pacifique, non violente, du chantier. Une conférence de presse était également organisée pour justement exposer notre point de vue. Donc chaque association, mouvement, parti a expliqué en fait son positionnement, pourquoi est-ce qu'on était contre le monde que représente Amazon, et que mes camarades ont très bien décrit. Alors, on a réussi à mobiliser, en sachant que sur le territoire de la Haute-Savoie, ce n'est pas forcément facile, c'est une terre de mission pour la gauche. Donc là, on peut voir quand même une victoire, puisqu'on a quand même impulsé un premier mouvement. Néanmoins, alors, on s'est heurté à plusieurs difficultés. Une des difficultés, c'était de faire vivre ce collectif et à faire le lien en fait entre les différentes organisations. Parce qu'en fait, ces organisations ont des cultures différentes, ont des façons d'agir également différentes, et surtout, on a manqué de temps pour s'organiser. Et donc, c'est pour ça que finalement, on n'a pu faire que cette occupation pacifique et la conférence de presse. Par ailleurs, nous n'avons pas eu de soutien véritable des listes en lice pour les municipales. Et le confinement est arrivé. Alors le confinement est arrivé, on est tous plus ou moins restés gentiment chez nous, mais en fait pendant ce temps, les travaux ont continué, ce qui fait qu'au déconfinement, en passant à Sénaux, on a pu voir ces magnifiques bâtiments tout colorés, qui vont donc pouvoir accueillir des salariés et donc
et donc en fait, moi c'est cette question que je me pose, c'est comment faire finalement pour continuer cette lutte une fois que l'activité va débuter. Alors, il y a une coalition qui est née, qui est là, donc on va se baser dessus. Je pense qu'il va aussi falloir interpeller la nouvelle mairie qui se veut écologique. Donc, bon, voilà, c'est une écologie, on va dire, plutôt capitaliste. Mais on va donc la mettre peut-être devant ses propres contradictions. En vous entendant, je vois qu'il va falloir réussir en fait à faire avec les salariés, également avec les commerçants, parce que ça justement, on a eu des difficultés à les mobiliser. Ils ne se sont pas sentis véritablement concernés. Bon, alors c'est vrai qu'après Annecy, c'est aussi un territoire de tourisme, donc je pense que ça joue aussi. Néanmoins, j'imagine qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà, c'était notre petite contribution à Annecy, à cette lutte contre l'ouverture des entrepôts. En plus, là, voilà, j'apprends qu'il va y en avoir de plus en plus. Donc je pense que ça serait vraiment intéressant, justement, d'être en réseau. Pour pouvoir peser en fait de manière beaucoup plus lourde contre Amazon. Merci. Merci Magali. Alors je crains d'être un peu plus long que ce que tu as dit. Je vais reprendre un petit peu l'ensemble du... Oui, bien sûr, mais je vais pas m'éterniser totalement. Voilà, donc, en fait, en Alsace, on a 2 projets d'entrepôts Amazon, un dans le centre Alsace, à Dambach-la-Ville, et l'autre à Ensisheim, qui sont à des moments très différents, enfin, des moments relativement différents. Alors, pour Dambach-la-Ville, donc, dont je vais parler plus précisément, l'origine de l'action, c'est un groupe qui s'appelle le Chaudron des Alternatives, qui est né suite au rassemblement d'Alternativa COP21 l'an dernier, et qui, dès le départ, voulait mettre en place un certain nombre d'actions concrètes à partir de septembre 2019. Nous sommes tombés sur l'information d'un projet Amazon dévoilé par un élu dans la presse au mois de février. Dès ce moment-là, il y a eu une réunion publique, une réunion d'information publique qui a commencé à regrouper les opposants, et une pétition Internet qui a été lancée par 2 vignerons du coin, qui a recueilli 20 000 signatures en 2 mois et demi, malgré le peu de relais nationaux. C'était une pétition locale. Hein. Donc, suite à cette indiscrétion, on a pu commencer à agir. Et dans le même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre projet qui est à peu près l'équivalent de ce que tu as décrit sur Annecy, lancé par un promoteur pour un artiste inconnu. Hein, donc, voilà, il y a un gros projet qui se lance à Ensisheim avec une modification du plan d'occupation des sols qui était encore en cours. Donc, en une semaine, nous avons envoyé 300 observations avant la clôture de l'enquête publique. 300 observations négatives qui n'ont pas été prises en compte, mais notamment en relevant un certain nombre d'inexactitudes dans le dossier déposé pour la modification du POS. Donc après, je reviens sur Dambach et Ensisheim sur les deux actions qui se mènent en parallèle. À Dambach, il y a eu un courrier qui a été lancé à l'ensemble des élus locaux et des élus qui devaient statuer sur l'acceptation ou non du dossier d'Amazon. Donc c'est vrai que ça a été abondamment relié, ça a été abondamment communiqué à la presse, qui en a fait écho relativement largement. S'en est suivi des manifestations locales.
Alors il faut dire aussi que l'Alsace, c'est pour la gauche en général et pour la France insoumise terre de mission. Hein, donc pareil, c'est un endroit où les luttes sociales et écologiques ont connu quand même beaucoup de défaites. La dernière étant celle du grand contournement ouest. Donc ça veut dire qu'en termes de mobilisation citoyenne, on a vraiment un long chemin à parcourir. Donc les trois aspects, ça a été les élus qui ont été interpellés, la presse qui a fait un relais assez intéressant, et en direction des habitants, des tractages, du boitage, des discussions en porte-à-porte avec les habitants, et une manifestation qui a réussi à rassembler dans une petite commune de 5000 habitants plus de 500 personnes, ce qui est quand même assez remarquable pour la région. Voilà, donc revenir sur les lieux d'implantation. Actuellement, ce sont des zones d'activité qui sont en friche ou les délaissés qui sont actuellement encore en territoire, bon, pas en friche, mais en terre agricole. C'est-à-dire, c'est des plantations de maïs. Bon, donc à tout prendre, à choisir, on préfère encore le maïs avec ses polluants qui sont moins massifs que la pollution d'Amazon. Donc, pour la suite, donc on a prévu de développer l'action. Alors il y a un développement sur le plan juridique à Ensisheim. Donc il y a un collectif qui s'est constitué à Ensisheim et qui d'emblée attaque la modification du plan d'occupation des sols. Donc il a mandaté Corinne Lepage. Alors bon, moi ils m'ont pas demandé, c'était pas mon premier choix, mais enfin bon voilà. Donc il y a une action juridique qui est en route. Une autre action juridique qui sera en route si jamais les élus de Dombasle acceptent le projet. Mais en tout cas, actuellement, notre objectif, c'est vraiment d'être le caillou dans la chaussure le plus gros possible, hein, pour autant que possible les empêcher de marcher, hein, et d'avancer. Sachant que si l'Alsace a été retenue, c'est aussi parce que les conditions salariales et les conditions de chômage sont plus intéressantes pour Amazon qu'en Allemagne ou en Suisse, et qu'on a là une zone de chalandise énorme qui est de l'ordre, frontière ouverte, qui est de l'ordre de 20 millions d'habitants, hein, sur le Grand Est, la Rhénanie-Westphalie et le nord de la Suisse. Donc c'est des projets d'implantation qui sont, en termes logistiques, intéressants pour Amazon. Et c'est justement pour ça qu'on n'en veut pas. Parce que une des raisons majeures de notre opposition, c'est aussi de voir que l'Alsace, c'est un couloir à camions. Qui... le trafic s'est encore aggravé avec les péages autoroutiers allemands, que nous ne pratiquons pas, hélas, en France, grâce au bonnet rouge, si mes souvenirs sont bons. Mais enfin bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Enfin, en tout cas, comme le trafic routier est gratuit en France, on a une masse de camions qui passent sur l'autoroute et la RN 83 qui amène une pollution très importante qui a permis, enfin bon, on a constaté une augmentation des maladies cardiovasculaires vraiment importante sur la région, et un certain nombre de médecins pensent que c'est lié à cette pollution. Voilà, donc en dehors de tous les inconvénients autres qui ont été rappelés, se rajoute pour l'Alsace ce problème particulier. Alors après, donc on a des volontés de développer l'action, continuer l'information du public. Donc c'est pour ça qu'on invite aussi les parlementaires européens dès le mois de septembre à venir s'exprimer localement, tant à Sélestad, à Bar-la-Ville qu'à Ensisheim, que responsabiliser vraiment les décideurs. Donc on leur a envoyé des courriers, des argumentaires, et on va continuer à montrer qu'il y a
une opposition qui, même si elle est minoritaire, n'est pas négligeable à l'implantation de ce projet d'Amazon. Et aussi, troisième volet, essayer de bosser sur des propositions alternatives. Parce que on se rend bien compte aussi que y a un certain nombre de clients à Amazon, et c'est bien le problème. Donc on va essayer aussi de voir quelles sont les possibilités de leur proposer d'autres alternatives sous forme coopérative, sous forme associative par exemple. S'il y a dans le monde du logiciel libre des possibilités de créer des diffusions qui ne soient pas propriétaires mais qui permettent de créer au moins une concurrence ou une alternative. Donc ça c'est la réflexion qui vient maintenant pour nous. Sachant que d'après les quelques petits calculs que j'ai faits, ne rien faire ou mettre l'équivalent de l'investissement de la zone artisanale dans des projets alternatifs, ça serait tout à fait réalisable, mais il faut qu'on construise là l'argumentaire financier chiffré. Voilà. Donc pour l'instant, on sait qu'on les embête. Comme on est tout au début du projet, comme on est en amont des projets sur Dambach, un petit peu plus avancé à Ensisheim, on espère toujours pouvoir mettre sérieusement des bâtons dans les roues. Et puis banzai, quoi. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude et Magali. J'en profite pour vous dire que là, donc, on va vous passer la parole et que juste après, pour celles et ceux qui sont intéressés, qui sont dans un groupe d'action et qui se trouveraient à côté, à proximité d'un projet d'entrepôt Amazon et qui souhaiteraient s'impliquer dans les collectifs dont on vient d'avoir une illustration et les témoignages, on vous propose de se retrouver juste à la fin de cette réunion pour voir vraiment pratiquement comment au niveau de la France Insoumise on peut aider et donner un coup de main. Voilà, qui souhaite prendre la parole pour une question, une intervention, une remarque? Allô? Oui. Merci Manon. J'en profite en même temps pour remercier Manon Coléou, qui a beaucoup travaillé sur l'organisation de cette conférence. Merci, bonjour à tous. Merci pour cette petite réunion aussi après cette conférence. Donc du coup, parce que je représente un groupe d'action cohésion sociale de Nîmes et on va avoir un site qui va s'implanter dans quelques mois. Donc on va avoir besoin de vous tous. Merci. Question pour Pierrick. Est-ce que tu as entendu parler des risques psychosociaux pendant que tu travaillais? Est-ce que ça t'a dit quelque chose? Merci. Bonjour. Merci pour cette réunion du coup. Donc moi je me présente, je suis Robin Collignon, délégué syndical de CGT Amazon à Montélimar. Donc voilà, c'était super sympa, super intéressant de revenir sur cette période. Et si je peux me permettre, je vais en parler un peu aussi, parce qu'on l'a vécu de l'intérieur. Donc ça a été, comme ça a été dit, ça a été une preuve que en fait, quand les travailleurs se mettent en action, quand on crée un rapport de force, on peut arriver à obtenir énormément de choses. Et enfin voilà, ce qui s'est passé pendant le Covid, ça a été quelque chose d'assez, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps sur Amazon, enfin en tout cas moi sur Montélimar. On a eu des débrayages, on a appelé à la grève, donc en intersyndical, on a eu des débrayages sur plusieurs jours avec à chaque fois une centaine de personnes, des collègues que jamais j'aurais imaginé sortir en grève un jour. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très beau, enfin moi je l'ai vécu comme quelque chose de beau, et il y avait vraiment une prise de conscience de la violence vraiment extrême de l'entreprise et voilà, du système capitaliste, même si c'était pas perçu comme tel par les salariés, mais voilà quoi, de la violence d'une entreprise qui met sciemment ses salariés en danger de mort pour maintenir son profit. Et donc quelque chose qui a éveillé vraiment, qui a fait une prise de conscience chez beaucoup de mes collègues. Et donc ça, comme l'a dit le camarade de Sud Commerce, ça a pesé
sur la décision de justice, le fait que, voilà, que les salariés soient mis en action collectivement. Et voilà, c'est une preuve que le rapport de force, on peut arriver à imposer des choses aux capitalistes. Et c'est là, enfin, j'en reviens, puisque le sujet global de la conférence, c'est aussi que ce système économique-là, il est en train d'assassiner non seulement les droits sociaux, les conditions de travail, de créer énormément de précarité, et en plus l'environnement. C'est des choses qui sont liées. Et il n'y a que par le rapport de force, je pense, qu'on peut arriver à combattre le capitalisme et à assurer la survie de l'humanité et de la planète, parce que c'est ça qui est en jeu à l'heure actuelle. Donc voilà, il n'y a que par on va dire la prise en main de l'économie par les travailleurs qu'on peut arriver à imposer vraiment un système économique qui soit viable, qui soit à la fois viable pour l'environnement et pour les humains. Donc je vous remercie beaucoup. C'était super intéressant d'avoir votre point de vue à tous. Et voilà, ça montre ce qu'on peut retirer du débat d'aujourd'hui, c'est que les causes sont liées et qu'on a réussi à créer des passerelles, comme ça a été dit, entre les syndicats, les associations environnementales, et c'est vachement positif. Et en tout cas, le 17 septembre, j'espère que vous serez tous et toutes dans la rue pour qu'ensemble, on combatte ce système économique qui est en train de nous assassiner à petit feu. Merci. Bonjour, alors moi je suis élue d'opposition à Valenciennes, mais mon intervention n'a pas tellement de rapport avec ça. J'avais entendu dire il y a quelques années que Amazon n'avait pas seulement évidemment la volonté de phagocyter tout le commerce, mais qu'en fait ils sont aussi fabricants d'un certain nombre de produits et qu'ils utilisent leurs algorithmes pour placer leurs produits. Et donc ça veut dire que je ne suis pas une économiste chevronnée, mais il m'a semblé qu'on est complètement à côté des fameuses lois antitrust qui avaient été faites par les Américains après la crise de 29, et que c'est une concentration verticale. Tu as parlé de pieuvre tout à l'heure, mais c'est une pieuvre avec quand même une structure verticale qui est de plus en plus développée, et c'est très inquiétant, parce que c'est pas juste le commerce qui est vraiment menacé, c'est aussi l'activité industrielle qui pourrait finalement être absorbée, elle aussi, en partie. Alors bon, c'est peut-être une dimension que Amazon essaie de développer sans forcément y arriver parfaitement. Je ne sais pas si des États, tu as très bien montré que l'État français n'a aucune volonté ou ne se sent plus en mesure d'imposer quoi que ce soit à ses pieuvres. Je sais pas où on en est aux États-Unis, puisqu'on est quand même dans un contexte électoral, même si on ne parle que de Trump, il y a quand même d'autres enjeux qui restent prégnants. Et puisque tu avais l'air de bien connaître le sujet, tu as peut-être des choses à rajouter. Voilà. J'en prends encore. Voilà. Deux questions. Je vais tenir le micro pour éviter. Oui. Trois questions. Encore une et après Oui, je veux dire qu'on a tous la responsabilité là-dessus. C'est-à-dire que personne ne nous oblige d'acheter à Amazon. Il y a plein d'endroits où on peut acheter. Moi et mes amis, on n'achète pas, on commande jamais sur Amazon. Parce que tout ce qu'on peut trouver sur Amazon, bien sûr, peut-être qu'il faut attendre quelques jours, mais on peut le trouver dans d'autres magasins. Et je veux dire que déjà, la première chose qu'on pourrait faire, c'est boycotter ce genre de magasin qui détruit l'environnement, qui détruit les emplois, qui détruit tout ça. Je veux dire, on n'est pas obligé. Tout ce qu'il y a sur Amazon, on peut le trouver ailleurs. Et c'est à nous à pas acheter. tu reprends. Encore. Combien? Oh, pardon. Je prends ici et ensuite ici. Je vais le tenir près. Ok. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir, avec le recul que vous avez, j'ai pas retenu votre prénom, désolée. Avec le recul que vous avez, est-ce que vous avez des outils sur des possibilités, par exemple, de recours, sur des vices de procédure par rapport au projet qui est, par exemple, qui a déjà démarré, par rapport à la période de confinement, des choses comme ça. Voilà, est-ce qu'on a assez de recul? Ma deuxième question, c'est que, est-ce qu'il faut agir au niveau européen, ou est-ce qu'on a quand même des leviers au niveau national, voire local? Enfin, moi, je reste quand même persuadée qu'il faut fédérer les forces,
c'est quand même la même lutte. Il y a plusieurs installations sur le territoire français, donc il faut vraiment au moins fédérer les forces au niveau national, mais j'aimerais quand même comprendre quel est notre levier, quelle est notre marge de manœuvre, est-ce que c'est plutôt au niveau européen ou national? Merci. Bonjour, Stéphane de Quimper. Comme quelques camarades, je me retrouve aussi dans une situation où Amazon essaye de s'implanter à côté de chez nous. Moi, j'avais une question pour Leïla. Il y a deux méthodes qui sont utilisées par Amazon pour essayer de s'implanter en masquant son arrivée et qu'on retrouve qui ont été décrites par nos camarades là. La première, c'est qu'ils font signer des clauses de confidentialité aux élus alors que la démocratie réclame de la transparence. Et la deuxième, c'est qu'ils utilisent des compagnies écrans pour ne pas annoncer clairement que c'est Amazon qui arrive. Et je voulais savoir si au niveau européen, il y avait des projets de loi justement pour faire interdire ces pratiques. Je pense que ça rejoint aussi peut-être un des combats que Emmanuel Morel avait mené il y a quelques années sur amener de la transparence entre... pour qu'on connaisse, en fait, que le public connaisse les liaisons entre les différentes compagnies. Lui, il avait travaillé sur les taxations, les reventes à l'intérieur de la même compagnie, enfin de la même compagnie mère, de compagnies différentes. Mais voilà, on nous demande toujours à nous d'être très transparent sur la moindre petite rémunération qu'on a de l'État et on ne demande absolument rien aux compagnies. Donc est-ce qu'au niveau européen, il y a des projets en ce sens ? Comme il nous reste 6 minutes, bon, même si on peut déborder peut-être de 2 minutes, bon. mais je propose un tour de parole à la tribune des intervenants en réponse aux propos qui viennent d'être dits dans la salle. On commence par qui? On commence de quel côté? On fait l'inverse? On commence par Jean-Claude? On fait dans le même sens ou on fait l'inverse? Allez, Jean-Claude. Par contre, je vais vous demander si pour que tout le monde puisse répondre, si vous pouvez faire court. Alors, pour les questions de législation, bon, j'ai expérimenté par le passé des recours en tribunal administratif. Il faut savoir que c'est extrêmement coûteux et que c'est aussi extrêmement aléatoire, surtout quand il y a des enjeux financiers importants en jeu. Pour information, le collectif d'Ensisheim provisionne pour plus de 10 000 € de frais d'avocat et ce n'est qu'un début. Donc quand on se lance dans la bataille juridique, il faut savoir que ça va coûter entre 20 et 30 000 € minimum, notamment si on veut aller jusqu'en cassation, avec des chances de résultats relativement aléatoires, des recours ensuite auprès des tribunaux européens ou de la Cour européenne des droits qui sont eux aussi très aléatoires. Sachant en plus que ces recours juridiques ne sont pas forcément suspensifs. C'est-à-dire que même s'il y a un recours qui est gagné, l'adversaire risque de pouvoir continuer. Hein. Ça, c'est un premier point. Un deuxième problème, alors juste, pour moi, il y a aussi une réponse politique, hein, c'est l'intégration de toutes les externalités négatives dans le prix des marchandises. Et ça fera plus réfléchir les acheteurs qu'un éventuel appel à boycott. Et aussi, en termes législatifs, la collectivisation des trusts. Ça, c'est mon point de vue personnel. Voilà. Okay. Merci Jean-Claude. Désolée de couper comme ça, mais... Je voulais juste revenir rapidement par rapport aux efforts individuels. Alors oui, c'est important qu'il y ait une conscientisation et que... on dise bon, on arrête d'acheter sur Amazon, mais en fait, il y a une étude sérieuse de Carbone 4 concernant le changement climatique qui disait donc que un quart viendra des efforts individuels, c'est important, mais pour qu'il y ait un véritable changement et une bascule, en fait, ça sera 3/4 d'efforts collectifs, d'organisation structurelle, et donc ça viendra en fait des États, de l'Europe ou autre. Donc en fait, oui, continuons à conscientiser,
et essayer de trouver des pratiques différentes, etc. Mais en fait, il faut que la réponse vienne de l'État. Mais bon, après, c'est aussi la manière de faire du gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est de nous culpabiliser. Faisons tous chaque jour des petits gestes, et à côté de ça, ils vont soutenir Amazon finalement en ne faisant rien. Donc voilà, il faut réussir à aménager les deux, mais surtout, je pense, à mettre le paquet sur le gouvernement, en fait, c'est qu'il y ait des lois et qu'on en arrête avec ce genre d'entreprise. Merci. Très vite, pour répondre à la question sur les RPS, la première de nos préoccupations, c'est la santé de nos collaborateurs. C'est Amazon qui vous parle. C'est ce qu'ils ont écrit. D'ailleurs, on ne dit pas collaborateurs, ils disent associate. Okay. Est-ce que vous avez entendu parler des safety angels? Ça a été fait pendant le Covid par Amazon. Les anges de la sécurité. On faisait venir des salariés, parfois des intérimaires, payer 150 € de plus par semaine pour clairement jouer les gardes de chiourme. Ils étaient là, ils faisaient rien, dans un coin. Ils disaient toi, les 2 mètres là, attention. Il était même affiché dans les toilettes. On a l'affichage. Ceux qui ne respectent pas la distanciation sociale seront sanctionnés. On donne cet exemple. Quand vous avez un colis de 25 kg à porter, vous avez besoin d'être 2. Vous croyez que vous n'avez pas 1 mètre de distance l'un de l'autre? Donc voilà par exemple ce que c'était. Et on pense que ça pesait lourd dans la décision du juge. Voilà ce que c'était que les risques psychosociaux au moment du confinement et où on continuait à travailler dans les entrepôts Amazon. Du coup, sur les risques psychosociaux, tu as bien répondu. J'allais dire exactement la même chose. Moi, j'aimerais aussi intervenir sur, on disait, à quel moyen on peut intervenir. Il faut savoir que moi, du coup, l'entrepôt est à Louvain-Planck, dans le Douaisis. On a des élus locaux, hein, malheureusement, ils sont du Rassemblement national. Pas une seule fois, on les a entendus sur la question. Pas une seule fois, ils se sont déplacés. Pas une seule fois, ils ont essayé de s'opposer à Amazon, quoi. Donc pour eux, ça leur va, et ça leur va très bien. Les gens ils ont du boulot. Ils vont pas s'occuper d'eux, quoi. Donc même au niveau européen, quoi, je crois qu'il n'y a que notre groupe qui réagit dessus, quoi. Il n'y a personne qui doit s'occuper de ça, quoi. Et j'aimerais finir aussi sur les commandes Amazon. Pendant le Covid, il faut savoir qu'Amazon, mon manager nous a dit, le nouvel objectif, c'était que comme les librairies étaient fermées, il fallait faire un nouveau chiffre d'affaires, c'était sur les librairies. Donc comme les librairies étaient fermées, on a les stocks, on a commencé à faire la pub pour les livres arrivent en 24 heures, et leur objectif c'était de piller le commerce du livre, encore une fois. Et moi, c'était dans mon entrepôt, c'est ça, parce qu'on est un des entrepôts à faire les livres, parce qu'on a vu pendant le confinement, que des livres partir, et l'objectif c'était vraiment faire crouler le commerce des librairies. Voilà, merci. Très très brièvement sur la question de la fabrication de produits. Oui, Amazon fabrique des produits. Il n'en fabrique pas beaucoup. Enfin, il vend quand même plus de 200 ou 300 millions de types de produits différents. Et en fait, il ne pourrait pas remplacer et ça lui coûterait trop cher. En fait, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est que justement, il n'est plus vendeur des produits dans la plupart des cas, sauf sur certains produits, comme Alexa, les enceintes, pas mal de choses. Et effectivement, il copie les produits qui marchent très bien de leurs vendeurs. Et c'est d'ailleurs la seule chose qui intéresse un peu, hein, les États-Unis, l'Allemagne ou la France un peu, et l'Union européenne dans sa dimension Commission européenne, c'est la violation des lois de la concurrence. Et les seules choses pour lesquelles Amazon est un petit peu embêté aujourd'hui, c'est ces histoires de copyright, de copie de produits, etc., et de monopole et d'abus de monopole. Nous, on pense qu'il y a des choses plus graves, mais effectivement, ça fait partie des choses dont ils sont coupables et qui violent. Et par exemple, Trump... avec qui on n'a aucune affinité évidemment, a placé Amazon sur la liste noire justement des sociétés qui vendaient des produits de contrefaçon et qui en vendent massivement. Et par exemple Nike, avec qui on n'a pas non plus d'affinité spécialement, a arrêté sa collaboration avec Amazon justement parce qu'en fait ils contrôlent absolument pas la vente de contrefaçon, la copie de produits, et eux-mêmes le font en fait. Donc c'est sûr que effectivement ils abusent de toute leur position, et dans les stockages des données il y a aussi un truc inquiétant, c'est que, je vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a une histoire qui est en cours aujourd'hui, c'est qu'Amazon héberge les données des prêts garantis par l'État pour les entreprises en difficulté françaises. Donc on se demande ce que ça va donner en termes d'abus de pouvoir et d'abus de monopole dans les prochaines semaines. C'est un peu inquiétant. Sur la question de quel recours, donc je rejoindrai évidemment ce qu'a dit Jean-Claude, les recours en justice c'est très compliqué. On se pose quand même la question de la légalité, même devant le juge français, hein, d'une clause de confidentialité et du fait d'avoir des opérateurs écrans qui vont donner un nombre d'emplois
C'est qui s'engage en fait quand c'est l'entreprise Écran qui dit je vais créer 600 emplois comme c'est le cas à Fournaise près de Nîmes. En fait la promesse première c'était 600 emplois, là c'est réduit à 150 emplois et finalement on apprend qu'il y a un autre centre de tri qui était d'un sous-traitant qui va fermer. Donc en fait il n'y a plus de création d'emplois directs mais il y a de la bétonisation et de l'arrachage de vignes, etc. Donc, et qui s'engage, qui est responsable, si c'est pas Amazon qui demande le permis de construire, à qui l'État soi-disant peut demander des comptes quand il a promis des emplois qui ne seront pas là, parce que des fois c'est le cas. Donc c'est la première chose. Et sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, l'État, effectivement, ça vous a pas échappé qu'il y a eu la Convention citoyenne, qu'il y a eu le moratoire sur les zones commerciales et les entrepôts, et je le rappelle parce qu'en fait les citoyens de la Convention citoyenne veulent l'arrêt de la construction de ce type d'infrastructure. Néanmoins, le président de la République fait la sourde oreille et fait ça comme sur les zones commerciales, et encore déjà c'est pas complètement... il y a pas mal de petits biais, mais en fait, il a décidé unilatéralement d'écarter les entrepôts de e-commerce, alors que la Convention citoyenne lui demande de les appliquer. Et là, ça fait 4 semaines qu'on se bataille avec le gouvernement, parce que Barbara Pompili avait signé une tribune qui demandait justement le moratoire sur les entrepôts. Et donc, ils nous disent, oui, peut-être que non, peut-être un gel, et on ne sait pas. Et là, en fait, on est en train de se faire avoir. Et donc, sur Ensisheim, ils ont signé le permis de construire. Ça, c'est la commune qui peut le faire le 21 juillet dernier, donc en plein été. Et puis, on attend peut-être que la préfecture, donc l'État, va l'autoriser. Et c'est un entrepôt de 190 000 m². Ce sera le plus gros. C'est absolument démoniaque. Ce serait 300 millions de produits en plus vendus chaque année. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc, s'ils arrivent à ouvrir cet entrepôt-là, autant dire que on a un peu perdu la bataille. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je sais pas, occupation de terrain, voilà, la ZAD, j'en sais rien. Enfin, bon, toutes sortes de choses. Mais ça va pas se passer comme ça. Mais c'est vrai que ça va être difficile. C'est une lutte difficile. Voilà. Et peut-être le dernier mot à Leïla sur le côté volet européen aussi. Parce que je pense que l'État, effectivement, l'échelon national est un très bon échelon pour bloquer les projets. C'est possible également. Par contre, restera toujours la question de l'existence du site internet, du fait qu'ils peuvent s'installer à l'étranger et vendre. Donc effectivement, la question du dumping en Belgique, dans d'autres pays, pas en Allemagne justement comme il l'expliquait, ni en Suisse, parce qu'en fait c'est des pays qui veulent sortir de ce modèle-là, et du coup en fait Amazon se sert de la France pour faire du dumping chez eux, ce qui est quand même assez... oui, de la Pologne aussi, de l'autre côté. Donc là en fait c'est nous qui faisons le dumping, mais du coup peut-être qu'effectivement avoir une coalition européenne, même s'il n'y a pas grand-chose pour l'instant à attendre de la Commission européenne, mais peut-être d'États comme l'Espagne, je sais pas, des États plus progressistes que d'autres pour avancer, voilà. Oui, merci beaucoup à tous et toutes. Je pense c'était un panel très varié qui montre à quel point on peut fédérer des forces différentes contre Amazon. Juste pour terminer sur l'aspect européen, effectivement, je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on creuse, mais ensemble, d'ailleurs, il faut qu'on se revoie à la rentrée sur ce que tu disais sur les clauses de confidentialité qui sont signées par les élus. Enfin là, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas. C'est pareil, c'est des choses donc, sur les compagnies écrans, au niveau de la transparence, qu'on va creuser au sein du Parlement européen. Après, je pense pour répondre à ta question je crois que ce qui est intéressant dans cette lutte, en fait, c'est qu'il faut et ce qui va marcher, c'est de combattre à tous les niveaux et tous les fronts. Donc je pense pas qu'il y a se dire qu'on attaque Amazon aussi bien avec les leviers qu'on a au niveau national, voir ce qu'on a au niveau européen, et puis aussi au niveau, donc comme on le disait, de quel secteur de la société se mobilise. Et donc pour conclure, ce que chacun et chacune peut faire sans être salarié d'Amazon, sans être syndicaliste, c'est en tant que citoyen, donc s'opposer à l'implantation des entrepôts Amazon, et donc qui sont d'ailleurs dont Amazon a prévu ou boycotter, non mais effectivement en tant que consommateur, ou boycotter le boycott, oui complètement. Mais donc en tout cas pour la partie s'impliquer dans les collectifs, donner un coup de main en tant qu'insoumis et insoumise pour s'opposer à l'implantation future d'entrepôts Amazon, je vous propose qu'on se retrouve à la sortie, juste là, et puis on va se poser dans l'herbe, et puis on en parle pour celles et ceux qui sont intéressés pour participer. Merci beaucoup à toutes et tous, bonne fin d'amphi, bonne suite.